Bonjour à tous, très content de vous accueillir dans cette émission qu'on va faire avec Fabien et Anne. Je vais les laisser se présenter. Fabien? Bonjour à tous, Fabien Allet, donc secrétaire fédéral sur la Fédération Santé Sociaux, donc en charge des négociations sur le lucratif commercial. Donc les trois chambres employeurs que vous connaissez tous maintenant, FHP, c'est les cliniques privées et hôpitaux privés, toutes les EHPAD côté Synerpa et les centres thermaux avec le thermalisme. Et Anne? Bonjour à tous, Anne Lambrin. Donc au-delà d'être négociatrice nationale pour la branche privée lucrative, je suis également chargée de mission auprès de Fabien sur les élections professionnelles, la représentativité et les négociations nationales. Voilà, on va passer un petit moment ensemble pour vous annoncer la fin de cette longue période de négociation. Alors pour commencer, on va revenir un peu sur l'historique. On sait que vous êtes particulièrement impatient, vous nous le faites savoir via les réseaux sociaux, via le groupe lucratif Facebook, via les mails, mais on vous avait effectivement donné des échéances et on va reparler de tout ça en détail. On va se rappeler quand même que ça fait 1 an et 4 mois, en préparant l'émission, on s'est rappelé ça avec Anne et Fabien, 1 an et 4 mois qu'on vous a annoncé qu'une grosse négociation s'ouvrait et on va revoir justement comment ça s'est passé et qu'on vous a parlé d'échéance avant les vacances et puis après on vous a parlé de cette échéance du 31 janvier. Donc on va revenir sur tout ça. Peut-être Fabien, si tu veux bien nous remettre un peu dans l'état d'esprit de ce début de négociation il y a 1 an et 4 mois. Alors Norbert, avant les 1 an et 4 mois, je vais me permettre de revenir beaucoup plus loin en arrière puisque cette convention collective date de 2002 et que des travaux sur les classifications ont commencé il y a quasiment 10 ans. L'histoire de la branche, c'est que la CFDT, depuis 1 an et 4 mois avec le dernier décret de représentativité, est passée première organisation syndicale, donc grâce à vous tous dans les entreprises qui avaient gagné les élections, qui avaient fait monter le poids au niveau national. Et donc, on a réussi à avoir une majorité de blocage avec une autre organisation réformiste qui nous permet aujourd'hui de signer des accords et d'avoir du poids dans les négociations. L'histoire, elle est là. Et donc, il y a 1 an et 4 mois, effectivement, la CFDT, en tant que première organisation de la branche, reprend le dossier des classifications et rémunérations pour enfin obtenir quelque chose de significatif et vous qui êtes dans cette branche depuis 20 ans et qui attendiez ces classifications depuis tellement longtemps. Donc, on a terminé hier la CPPNI conclusive qu'on vous annonçait depuis quelques semaines sur la fin des négociations. Et aujourd'hui, on a un accord sur table signable sur l'ensemble des périmètres FHP, Synerpa et thermalisme qu'on a réussi à obtenir après des longues heures de travaux avec toute notre équipe fédérale sur la fédération. Alors c'est vrai que Fabien, je disais en introduction que on a annoncé plusieurs dates. Sous-entendu, il y a eu, on va le dire quand même, des rebondissements, ou du moins, on va dire des changements de rythme dans cette négociation. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la première annonce qu'on avait faite et qui était, à ma connaissance, un engagement des chambres patronales de dire, allez, avant les vacances scolaires de 2022, les grandes vacances scolaires de 2022, on aura des classifs. Pourquoi il y a eu une première phase comme ça où, manifestement, il n'y a pas eu beaucoup de production et qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses s'accélèrent ? C'est comme toute négociation et vous le vivez dans vos entreprises. Effectivement, on a mis la pression et dès le début une exigence haute parce que notre projet était prêt. La question de l'été, c'est qu'on a produit, on a été en négociation, on a été plus ou moins écouté. Et puis, au bout d'un moment, ces employeurs qui étaient tellement habitués de faire attendre, de faire traîner les choses, ne pouvaient pas rendre satisfaction. Donc, la CFDT avait pris un engagement à l'été de revenir vers vous en vous disant pour nous, c'est l'été et c'est rien d'autre et on n'ira pas au-delà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, en voyant la lenteur des chambres employeurs sur ce dossier et la non prise en compte de nos demandes, un mouvement historique, puisque je pense qu'on s'en rappelle tous et toutes, et c'est grâce à vous, d'ampleur nationale, qui a été la grève du 18 octobre, où là, effectivement, les employeurs ont vu que c'était du sérieux, ont vu le taux de mobilisation qui était quand même important dans tout le territoire, et donc il y a eu un changement de comportement
inédit des employeurs en nous disant « Ok, on se met vraiment au boulot et ok, on y va sur les nouvelles classifications ». Donc des classifications qui auraient pu se faire, je veux dire, dans des négociations classiques avec un calendrier tenu. Il a fallu accélérer le pas à partir d'octobre pour pouvoir sortir des classifications qui dataient de plus de 15 ans en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Anne, on disait, toi qui travailles dans le secteur depuis un moment, comment tu as vécu cette grève, le côté historique, comment tu peux en témoigner aussi, toi ? Alors c'est vrai que cette grève, elle était vraiment attendue. C'est pas tant la grève qui était attendue, c'était la mobilisation. Et moi, je tiens à remercier particulièrement les anciens, ceux qui sont dans les établissements depuis 30 ans, ceux qui ont vécu la première convention collective en 2002, parce que c'est vous qui avez motivé les plus jeunes en leur disant mobilisez-vous parce que c'est historique, parce qu'on n'a jamais vu ça et qu'on n'aura jamais si vous vous mobilisez pas. Donc vraiment un grand merci à vous tous de s'être mobilisés. C'est des rémunérations qu'on attend sur le terrain également, puisqu'il faut aujourd'hui qu'on ait une rémunération digne et surtout à la hauteur de nos missions et de nos compétences. Et c'est vrai que dans les étapes, on va dire, de cette longue négociation, on imagine bien, vous imaginez bien et vous le savez, qu'il se passe plein de choses pendant 1 an et 4 mois, d'autant dans la période où on vit des crises, on a les questions du pouvoir d'achat, on a les questions d'augmentation qui se sont passées. Donc la vie continue, entre guillemets, et il y a d'autres négociations. Et il y a ce fameux avenant 32 qui a fait causer et sur lequel on s'est bien expliqué. Est-ce qu'on peut revenir dessus, Fabien, et pourquoi cet avenant 32, finalement, il est lié à la négociation des classifs rémunération ? Alors, l'avenant 32, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on avait du côté un Synerpa et pas de privé qui avait un point supérieur conventionnel à la FHP. Pour petit rappel, la FHP, quand on prend il y a 1 an et 4 mois, c'est 62 coefficients infra-SMIC, des RAG, des revenus annuels garantis dans toutes les boîtes quasiment pour essayer de mettre les gens au niveau du SMIC, et on a une convention qui était complètement obsolète. Pourquoi on signe l'avenant 32 ? On l'a toujours dit, c'était la première marche pour aligner l'ensemble des chambres employeurs et pour pouvoir avoir un accord des 3 chambres signable le plus rapidement possible. Donc la CFDT, elle est toujours sur la même ligne. Quand il y a des avancées, quand il y a des rémunérations, on prend. On ne laisse pas ça dormir sur quelque part dans un coin de la table des organisations patronales ou du ministère. Nous, on a une ligne de conduite, on prend et on avance. Et cette signature d'avenant 32, heureusement qu'on l'a signé parce qu'aujourd'hui, on a un accord grâce à ça sur table qu'on va pouvoir signer, mais on va revenir dessus, on espère, dans les prochaines semaines. Alors, quand je dis que cet avenant, il a fait causer, parce que c'est qu'il ne concernait pas forcément tout le monde ou au même niveau, etc. Enfin, il y a eu pas mal de discussions autour de ça. Anne, qu'est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément sur ces différences? On comprend quand Fabien nous l'explique que ça fait partie de la négociation plus globale et que ça s'inscrit pour la CFDT dans une stratégie. Et donc cette stratégie, en fait, comment elle a été négociée un peu sur le terrain? Cette stratégie a été négociée de façon à ce qu'on soit le plus juste possible, mais également parce qu'on avait cette vision du projet des classifications. Et donc, pour le coup, cette vision nous a permis de faire des compromis parce qu'on savait que ça allait durer pour quelques semaines et que ça allait remettre sur un pied égalitaire tous les salariés de la branche. Parce qu'aujourd'hui, une infirmière qui est mieux payée dans les EHPAD privés que dans le secteur sanitaire pur privé, c'est inentendable. Donc pour le coup, c'est vrai que cet avenant 32, il a fait beaucoup parler, mais on est très satisfait de l'avoir signé parce que c'était nécessaire pour qu'on ait ce projet de classification qui est bientôt signé. Bon, on l'a dit dans notre communication, et vous l'avez vu, on a appelé ça une marche de plus pour bien déjà vous faire comprendre qu'on était dans quelque chose de plusieurs étapes pour arriver à notre objectif principal qui était ces classifs rémus. Peut-être juste une parenthèse, Fabien, sur cette question-là. C'est-à-dire, on entend que
dans cette branche professionnelle, il y a voilà, le sanitaire, FHP, le médico-social, SINERPA et le thermalisme. Pourquoi la CFDT trouve important de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité? Parce qu'on entend qu'il y avait certaines chambres patronales qui ont avancé sur les salaires, pas d'autres, et qu'il y avait un problème et que ça a posé beaucoup de difficultés dans la négociation. On voit comment vous l'avez résolu aujourd'hui, mais pourquoi la CFDT, elle veut que toute la branche soit considérée de la même manière? La réponse, elle est très claire, Norbert, et elle est sur toutes les mêmes branches pareilles. La CFDT avait une convention collective unique. Pour nous, il n'y a pas de différence entre l'agent thermal ou l'infirmière de chez Ramsay Santé qui va aller travailler de nuit, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de ramener tout le monde dans cette branche unique parce qu'il y a 3 secteurs et qu'on n'oublie personne sur le bord de la route. On nous a souvent dit, le thermalisme, c'est 5000 ETP, c'est pas le plus important. Et bien pour la CFDT, la première chose qu'on a été défendre, c'est ces 5000 ETP, pour qu'on n'oublie personne. Et donc, on va y revenir sur le Ségur de la santé, mais on avait des salariés qui ne bénéficiaient pas du Ségur de la santé comme le thermalisme, quand les autres chambres patronales ont pu verser le Ségur. Pour nous, c'était inégalitaire et on voulait surtout laisser personne. Donc, on a fait un gros travail. Ça a été compliqué de mettre tout le monde sur la même rail, mais là, le premier gros dossier est lancé, et puis on aura d'autres dossiers qui vont venir sur la prévoyance, etc. Mais l'important, c'est une convention collective unique pour toutes et pour tous, et à la hauteur des enjeux de 2023, avec les crises du pouvoir d'achat, la crise de l'inflation, et puis avoir un socle de base conventionnel pour que demain, vous alliez négocier dans les entreprises des augmentations par entreprise. Nous, notre travail, c'est le conventionnel, et pour le coup, Anne reviendra sur le contenu. On a obtenu des avancées très très significatives qui vont pouvoir permettre demain d'améliorer vos conditions de pouvoir d'achat dans l'ensemble de la branche. Alors, pour terminer cette partie sur l'historique, il y a cette fameuse date du 31 janvier. Dans les différentes étapes qu'on vous a relayées sur nos réseaux sociaux, sur notre site tout public, en interne pour tous nos adhérents, on vous a expliqué courant novembre-décembre de mémoire comment ça se passait, comment ça s'était accéléré parce que le rapport de force a changé depuis la grève du 18. Et puis c'est le président de la FHP, M. Garbi lui-même, qui a dit dans cette vidéo, le 31, on aura un texte sur table. Et puis, le 31, il vient de passer. Et pourquoi est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, mais c'est les dernières étapes d'une négociation? Parce que quand on a le texte final, qu'est-ce qu'il y a encore comme étape? Même si c'est technique, c'est peut-être important de le comprendre pour que tout le monde se dise, sorte de cette incertitude de dates qui semblent un peu encore s'éloigner. Alors Anne ou Fabien? Très rapidement, le 31 janvier, pourquoi effectivement puisque suite à la pression qui a été mise, le président de la FHP n'a pas eu d'autre choix d'annoncer un accord signable sur table le 31 janvier. Pourquoi on est mi-février, qu'on vient maintenant vers vous? Parce que toutes les organisations syndicales ne font pas le même choix que la CFDT d'avoir un texte signable et d'avancer rapidement. Donc là, pour avoir on a une commission paritaire nationale avec le ministère, conclusive, qui s'est datée hier. Pour avoir cette date, il faut aller l'arracher, cette date. Et pourquoi? Parce que nous, notre stratégie, c'est de signer le plus rapidement possible pour une application des nouvelles classifications qui va complètement changer, mais Anne va revenir sur le contenu, et donc qui puisse être appliquée au 1er janvier 2024. Pour la petite histoire, quand on change complètement de classification dans d'autres branches, des fois, il faut 1 an, voire 2 ans pour la date de mise en application. Nous, notre combat, c'était de se dire, aujourd'hui, la branche est en difficulté, les fuites de personnel, manque d'attractivité. Donc, au 1er janvier 2024, il faut que cette nouvelle classification rémunération puisse être mise en place sur l'ensemble des établissements. Et si jamais quelqu'un ne joue pas le jeu, il faut cette rétroactivité parce que les salariés ne doivent pas perdre. Comment se passe la décision à la CFDT et comment, pour ce cas d'espèce, ça s'est passé? Alors la décision à la CFDT, surtout pour des accords comme ça qui sont très importants dans la vie d'une organisation, elles se prennent en Conseil fédéral, qui sont des membres issus de nos syndicats départementaux et de nos régions
qui donc sont élus en congrès et qui prennent les décisions entre deux congrès par délégation pour tous les syndicats. Donc on a d'abord un premier travail à la fédération pour expliquer l'accord à nos conseillers fédéraux, pour qu'ils se l'approprient, pour qu'en plus, après, ils puissent prendre cette décision favorable ou pas à la signature. Alors, quel a été l'accueil par cette instance de la CFDT du résultat présenté? C'est un feuilleton, hein, cet accord, hein, dans le lucratif. Donc, du coup, on les a régulièrement tenus informés de l'évolution des négociations et des différentes péripéties qu'il y a eu lors de cette négociation. Parfois, on a même demandé mandat, hein, au Conseil fédéral pour faire telle ou telle chose pendant la négociation. Donc, c'est un suivi régulier par cette instance de ce qui s'est passé dans le lucratif. Et forcément, quand on voit après le résultat de la négociation, un accueil plutôt favorable à l'issue de cette négociation. Et donc forcément, au final, un conseil fédéral qui répond favorablement et qui nous dit qu'on peut signer cet accord. C'est ça, donc ça s'est passé courant janvier et le conseil fédéral a donné mandat à toi, secrétaire général, pour signer dès que ça sera possible cet accord. Donc on a pris cette décision un peu par anticipation, mais parce qu'aussi on a 3 instances et donc on ne voulait pas perdre de temps non plus, donc on était presque à la fin de la négo, on savait à peu près vers quoi on se dirigeait. Donc déjà, le Conseil fédéral a dit déjà c'est bien, si vous pouvez gratter un peu plus dans la négo, allez-y, vous avez mandat aussi pour ça. Et puis donc on a pris cette décision fin janvier, ce qui nous permet d'attendre l'ouverture à la signature de cet accord sereinement et séance conclusive le 22 février. Donc on devrait d'ici mi-mars avoir signé cet accord. Et donc, dans la discussion, vient tout de suite derrière, quand on a négocié quelque chose, son application et son financement. Est-ce qu'il y a eu des échanges là autour, des inquiétudes ou des débats autour de ça? Oui, bien sûr, on a une demande forte des chambres patronales. On sait que les chambres patronales vont demander des financements supplémentaires au ministère de la Santé et de la cohésion sociale pour avoir des financements pour financer cet accord. Alors nous, on n'est pas contre le fait que certains puissent bénéficier de financements ad hoc parce qu'on sait que certaines cliniques privées lucratives sont en difficulté financière et qu'il va falloir les aider à appliquer cet accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour autant, on sait aussi que dans le secteur, il y a des opérateurs qui sont en très très bonne santé financière et qui vont pouvoir financer cet accord sans problème. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas inquiet de toute façon, avec ou sans financement. Le secteur majoritairement va pouvoir financer cet accord, donc pas d'inquiétude là-dessus, même si on sait que les directions auprès peut-être des salariés vont jouer cette carte-là, mais l'accord il sera signé et il faudra qu'il soit mis en œuvre. Donc on a vu que le Conseil fédéral a donné le mandat à la CFDT pour signer cet accord. On est vraiment en fin de parcours. Après cette date de signature on parle de mi-mars, dès que la signature est posée, comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, une fois qu'une négociation se termine, les employeurs disent l'accord est mis à signature jusqu'à telle date. On parle à ce moment-là de la période de signature. Une fois que cette période-là est terminée, on a 2 possibilités. Soit on a un accord majoritaire et donc là, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Ou alors on a une opposition, ce qui arrivait régulièrement auparavant, parce qu'auparavant on avait une majorité CGT-FO qui régulièrement faisait valoir un droit d'opposition majoritaire. Depuis le dernier arrêté de représentativité, ils n'ont plus cette majorité de blocage, entre guillemets. Et donc, cet accord, s'il est signé par une ou plusieurs organisations représentatives faisant plus de 30%, il faut que ceux qui
ensemble ferait plus de 50%, fasse valoir un droit d'opposition. Scénario peu probable. Alors une fois que c'est signé par une ou plusieurs organisations syndicales, la partie la plus diligente, c'est ce que dit le Code du travail, transmet le texte au ministère du Travail pour mettre en place la procédure d'extension. Alors la procédure d'extension, c'est les services du ministère du Travail qui vérifient que l'accord en question est conforme à la totalité des dispositions du Code du travail, etc., etc. Parce que, bon, on peut avoir loupé un truc ou il peut y avoir une évolution législative. Là, par exemple, on vient de signer au niveau interprofessionnel un accord national sur le partage de la valeur. Les futures classifications devront, si entre-temps cette ANI devient loi, se conformer à ça. Donc une fois que ça s'est fait, le ministère du Travail se donne quelques semaines ou mois pour analyser le texte et ensuite fait publier au journal officiel, avec la signature du ministre du Travail, si c'est encore lui, un décret disant voilà, le texte est obligatoirement applicable à toutes les entreprises qui sont dans le champ d'application de la convention collective. Donc là, ce sera pour tous les établissements sous convention CCUE, FHP, SINERPA, Thermalisme, etc., etc. L'accord prévoit une mise en œuvre au 1er janvier 2024. Alors ça peut paraître loin, mais je vous parle quand même d'un dispositif qui n'a pas évolué depuis plus de 20 ans. Les classifications actuelles, elles datent de 2002. Là, en l'espace de même pas 2 ans, on a réussi à obtenir des nouvelles classifications. Et pour que ça se mette en place de façon ordonnée, claire, nette et précise, et que surtout toutes nos équipes CFDT puissent faire valoir l'application pleine et entière de ces nouvelles dispositions, il faut impérativement qu'il y ait un peu de temps. Donc les employeurs souhaitent un peu de temps, et nous aussi, on ne va pas se raconter d'histoire, on ne peut pas dire à nos équipes il faut l'appliquer demain. Ce serait prendre le risque de faire un peu n'importe quoi. Et donc toutes les entreprises auront l'obligation d'appliquer ça au 1er janvier. Donc le Père Noël 2023-2024 sera assez sympa au vu des revalorisations substantielles que prévoit cet accord. Et c'est une clinique, un groupe pourrait l'appliquer de manière anticipée? Oui. À partir du moment où un accord est signé, il engage les parties signataires. Donc on pourrait considérer que la FHP ou le SINERPA disent à ses adhérents ok, et derrière, n'importe quel adhérent de la FHP ou du SINERPA est tout à fait en droit de l'appliquer puisqu'il est signé. On sait, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur, les professionnels qualifiés sont denrées rares et donc beaucoup de structures vont être tentées d'augmenter leur attractivité en faisant en sorte que les règles de la nouvelle classification leur soient applicables et ils pourraient entre guillemets faire de la pub, viens chez moi, moi j'applique la nouvelle classification, dès aujourd'hui j'attends pas le 1er janvier. Bon, ils nous disent oui mais non, on verra, mais ce serait pas surprenant que des établissements, voire des groupes, décident dès le printemps de mettre en place les nouvelles classifications avec un échelonnement qui les amène pas à la fin de l'année. Alors c'est vrai qu'au cas par cas, il va y avoir à étudier comment les accords locaux se superposent ou pas à cet accord. Donc on va voir comment la CFDT va accompagner nos équipes et les salariés et le secteur en général sur cette question-là. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire sur le principe ? Alors sur le principe, il faut que dès aujourd'hui, toutes nos équipes, tous nos délégués syndicaux en particulier, fassent la liste des courses de tous les accords locaux qui leur sont applicables. Parce que on sait bien que comme la convention collective ne produisait rien depuis 20 ans, la nature ayant horreur du vide, beaucoup d'entreprises ont négocié des accords. Une prime d'ancienneté, une prime d'urgence, etc., etc. Donc là, clairement, certains éléments de la classification reprennent partiellement certaines de leurs dispositions. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est quelle est leur rédaction, parce que comme la nouvelle classification
ne comporte plus ni coefficient ni valeur de points. Il faut, recenser tous les accords, vérifier quelle est leur écriture, et si il y a un risque que la convention nouvelle impacte un accord ou un autre, envisager dès aujourd'hui la révision de cet accord-là, parce que la crainte que certains expriment, c'est ben oui, mais ils vont dénoncer tous les accords locaux. Ça ne sert à rien de faire peur à la terre entière, parce que aujourd'hui, la principale problématique des établissements, c'est trouver des professionnels. Donc ceux qui ont des avantages supraconventionnels, ils ont tout intérêt à les garder pour dire aux futurs professionnels, venez chez moi, il y a la convention collective qui s'est améliorée, mais on a en plus des dispositions qui vous sont plus favorables. Et c'est là où tout le travail syndical va prendre son sens dans les mois à venir. Le travail syndical, à chaque fois qu'il y a une révision, une modification des classifications, le travail syndical il est intense. On a quelques exemples récents sur la branche de l'aide à domicile, à l'ISFA qui est en train de se mettre en place. Et c'est un moment où il faut inciter tous les salariés à nous rejoindre, parce que c'est un travail qui est à la fois technique mais surtout très enrichissant et qui fait construire collectivement ce que seront nos garanties sociales et nos garanties collectives demain. Alors, on va rentrer avec Anne dans le contenu, maintenant qu'effectivement on a saisi, compris qu'on était à la fin de cette négociation, qu'on a obtenu des choses, qu'on a signé et on parlera de l'application après. Anne, est-ce que tu peux nous donner, alors on va pas rentrer dans les détails, on va pas vous faire une vidéo technique, par contre dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est, j'allais dire révolutionnaire, n'ayons pas peur des mots, dans ce qu'on vient d'obtenir. Oui, c'est vrai que vous devez être très impatient d'avoir un petit peu plus d'infos parce que par souci de discrétion et de confidentialité, on n'a pas pu vous donner des informations. Donc là, en avant-première, vous allez pouvoir être satisfait, je pense. Donc en termes de classification, il n'y aura plus du tout de filière administrative, soins, cadre. Le point est aboli, il n'y a plus de coefficient non plus. On est sur un revenu minimum annuel par métier. À ça s'ajoute la rémunération. Il y a un niveau de rémunération par métier, sachant que le premier, donc l'ASH, elle démarre à SMIC plus 15%. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, une ASD, elle est à 17 000 € annuels brut. Elle passera à 24 700 annuels brut, minimum. L'infirmière, de 21 000 brut, elle passe à 30 000 brut. Après, vient s'ajouter une ancienneté établissement qu'on a négociée sur 40 ans et en cumule une expérience métier qui est sur 35 ans. Expérience métier, le comptable qui arrive dans notre branche, mais qui était dans le BTP avant, son expérience est reprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi une belle avancée qu'on a pu obtenir pour l'attractivité de notre branche. En plus de cette ancienneté, de cette expérience, on a des éléments complémentaires de rémunération qu'on va appeler ECR pour que ce soit plus simple. Donc activité et compétences qui seront rémunérées en fonction d'un pourcentage du revenu minimum annuel que vous allez avoir. Après, évidemment, il y a toutes les suggestions qui vont arriver et il va falloir qu'il y ait un accord de transposition parce qu'on change complètement de rémunération, on change complètement de système d'architecture et donc il va falloir vraiment travailler là-dessus pour que tous au niveau conventionnel soient sur le même pied, mais également il va falloir que vous, en tant que DS, dans vos structures, vous fassiez vos propres accords de transposition parce qu'il y a tellement de primes X, Y, qu'il va falloir que vous travaillez. N'ayez aucune inquiétude, nous vous accompagnerons. Des tournées fédérales sont prévues. Il y aura un guide pratique aussi pour vous, délégués syndicaux. Il y a un simulateur qui va être mis en place pour savoir combien vous allez toucher demain. Donc, vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous touchez aujourd'hui, ce qui sera transformé. Attention, ce simulateur sera réservé exclusivement pour les adhérents.
Donc, pour le coup, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore adhérent, à vous adhérer parce que je pense que c'est un outil qui vous sera très important. Aujourd'hui, demain, vous allez pouvoir présenter à votre employeur, ben voilà ce que moi je devrais toucher, pourquoi je ne touche pas. Ça va être un moyen aussi de monnaie d'échange avec votre employeur. Et puis, on vous accompagnera également sur des webinaires qu'on fera très régulièrement parce que c'est important de ne pas vous lâcher et que vous puissiez faire au mieux pour les salariés dans vos établissements. Tu parles du mot suggestion. Tu peux nous donner quelques illustrations, parce que ça parle pour certains, mais peut-être pas pour tous. C'est quoi les suggestions dans notre jargon? La suggestion, c'est quand notre métier nous oblige à travailler les dimanches, les jours fériés, la nuit, sous forme d'astreinte ou pas. Donc voilà, il y a un l'avenant 31 qui a été signé en juillet, enfin qui a été appliqué en juillet 2022. Donc on va reprendre ces termes, des indemnités de jour fériés, des indemnités de dimanche, des indemnités de nuit, et puis tout ce qui est astreinte et déplacement sur astreinte. Donc ça, évidemment, tu nous l'as expliqué, c'est dans la nouvelle rémunération des choses qui vont venir s'ajouter pour tenir compte de ça. Bon, c'est des choses qu'on connaît assez, peut-être que le mot n'est pas pratiqué partout pareil. Moi, je me souviens que le point de départ, et les employeurs l'ont dit, nous aussi on l'a mis en avant, c'était, et l'État d'ailleurs, parce que l'État interpelle les branches sur ces négociations, c'était 62 coefficients infra-SMIC. C'était ça la situation. Alors, ça veut dire qu'il y a 62, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, 62 coefficients de gens qui étaient remis au SMIC et qui passaient leur carrière au SMIC. Et aujourd'hui, le minimum que la CFDT a signé, c'est SMIC plus 15%. Ça, c'est le minimum, avec tout ce qu'on a dit qui se rajoute évidemment, les suggestions et puis les ECR. C'est ça, j'ai bien compris? Tout à fait. Et il y a une clause, un article dans ce projet qui stipule qu'à chaque fois que le SMIC va augmenter, on aura 45 jours pour se remettre autour de la table et négocier pour plus qu'on ait justement ces coefficients infra-SMIC. Ça, c'est des dispositifs que la CFDT inscrit. Voilà, parce que la loi n'autorise pas à indexer les salaires sur le SMIC, même si c'est comme ça une demande qui pourrait paraître logique. Et donc, il faut construire dans nos négociations et dans nos nouveaux textes les dispositifs qui nous permettent de s'obliger à négocier et à suivre pour pas que nos grilles, nos grosses négociations finalement se fassent rattraper par le temps. Fabien, on va faire un petit détour pour cette question du Ségur. Le Ségur, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. Évidemment, dans la branche lucrative aussi, on en a parlé. Le Ségur, on le sait, c'est 183 €, parce que c'est ce terme-là, c'est ce chiffre-là qui reste, même si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est 189, puisque Ségur dans du public évolue avec le point. C'était une négociation forte de la CFDT. Ce Ségur, on en a parlé dans le lucratif. Il a fait l'objet de négociations assez lointaines, mais peut-être que Fabien, ça mérite d'en reparler, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, oui, mais dans cette nouvelle classification, qu'est-ce qu'il advient de ce Ségur? Fabien? Alors, je vais te prendre un exemple, Norbert. On était la semaine dernière dans une EHPAD Orpea, puisqu'on est en pleine élection professionnelle. Et les salariés, ça m'a tout de suite marqué, m'ont dit, mais qu'est-ce que va devenir notre Ségur? Parce que ce que négocie la CFDT dans le public, c'est un Ségur à 183 €, sécurisé dans le salaire, pendant que du côté du privé, on nous propose à l'époque une prime Ségur à 160 €, qui était soumise à financement à condition qu'il y avait bien les augmentations dans les garanties de chaque année, dans la tarification. Pour nous, ce n'était pas entendable. Ça veut dire que cette prime pouvait disparaître du jour au lendemain, n'était pas sécurisée. Donc là, la CFDT a encore tapé un grand coup sur la table et je pense que c'est quand même une réussite. C'est-à-dire que demain, dans le nouveau système de classification et rémunération, comme le disait Anne tout à l'heure, on va sécuriser ce Ségur. Le Ségur, on ne pourra plus l'enlever puisqu'il sera intégré directement au salaire de base. Et par le mécanisme, comme disait Anne, de l'augmentation du SMIC régulier pour les premiers niveaux, on sécurise ce Ségur puisqu'on on se met à la table des négociations
au bout de 45 jours et on met des échelons tarifaires entre les premiers niveaux pour pas qu'il y ait de tassement de grille. Donc non seulement le Ségur, on ne pourra plus vous l'enlever, il sera intégré dans votre salaire de base comme dans le public. Et pour nous, on n'avait pas signé à l'époque cette prime Ségur dans le privé parce que 160 € contre 183 dans le public et qui n'était pas indexé, donc qui restait toute la vie à 160 €. Donc aujourd'hui, rapidement ce qu'a dit Anne, hein, le premier niveau SMIC plus 15%, quand aujourd'hui une ASH passe toute sa vie au SMIC. On a pris l'exemple de l'infirmière qui va finalement par mois être quasiment à 2500 € brut demain, à partir de janvier 2024, ce qui n'était absolument pas le cas aujourd'hui. Mais je vois déjà les questions qui arrivent. L'ensemble des métiers va être valorisé. On n'a oublié personne. Et personne ne sera oublié, qu'on soit agent thermal jusqu'à infirmière, aide-soignante, etc. Il n'y a pas que quelques métiers cibles qu'on a été se battre pour l'évolution salariale. C'est bien l'ensemble des métiers, de toute la branche comprise. Et ça, je pense que c'est une victoire CFDT et c'est la convention collective qu'on veut pour les 3 secteurs. Je rajouterais juste, quand on parle des chiffres, des revenus minimum annuels, on est sur du diplôme 0. C'est-à-dire que l'infirmière qui vient d'avoir son diplôme, qui n'a pas d'ancienneté dans l'établissement et qui n'a pas d'expérience métier, 33 000 € bruts annuels. Donc à cela, vous, en fonction de vous, il faudra rajouter l'expérience, il faudra rajouter l'ancienneté. Et donc, c'est fait tout de suite un beaucoup plus. Ça c'est une revendication forte de la CFDT, évidemment, de pousser les salaires et que notre secteur soit, j'allais dire, normalement rémunéré, parce que si on se compare à d'autres secteurs, il y a quand même des écarts très importants, mais on a aussi le souci des carrières. De valoriser dans des métiers qui sont très techniques, qui comportent de l'humain, qui ont besoin d'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez réussi à porter, à faire passer, à obtenir peut-être sur ces dynamiques de carrière? Comment est-ce que voilà, on va reconnaître dans le salaire l'expérience, etc. Alors tu l'as un peu dit, hein, parce qu'on a compris que ça allait être autour des ECR, mais oui, peut-être un focus là-dessus, Anne? Alors, l'ancienneté, on s'est battu pour qu'elle ait 40 ans, parce que les employeurs nous disent à juste titre qu'on fait, ancienneté établissement je parle, un salarié fait en moyenne 7 ans dans un même établissement. Mais nous, CFDT, on s'est battu pour que ça aille jusqu'à 40 ans parce qu'aujourd'hui, il existe encore dans les établissements des personnes qui sont là depuis 40 ans. Et il était hors de question de les oublier. Et ça permet aussi, ça donne la possibilité à ceux qui aujourd'hui veulent faire toute leur carrière dans le même établissement d'être rémunérés à la hauteur de leur fidélité, entre guillemets. L'expérience métier, aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on voulait aussi. C'est certes gratifier l'ancienneté établissement, la fidélité, c'est bien, mais il faut aussi valoriser cette expérience professionnelle. Parce que même si on arrive dans la branche, on a un parcours derrière. On a eu des compétences, on a acquis des savoir-faire. Et on les met à profit aujourd'hui dans notre branche. Donc, il était aussi important que cette expérience métier ne soit pas reconnue qu'au sein de la branche, mais vraiment partout. Pareil, on s'est battu pour que ça aille jusqu'à 35 ans parce qu'ils nous proposaient 15 ans au départ. Ah oui, au bout de 15 ans, apparemment, on a acquis toutes les compétences nécessaires et on ne peut plus évoluer dans l'expertise de notre métier. Donc là-dessus, on a obtenu 35 ans parce qu'on estime qu'il existe toujours des formations, il existe toujours des services type réa, type unité de soins continus, bloc opératoire, salle de surveillance post-interventionnelle qui nécessitent en permanence un réajustement de connaissances, des nouvelles techniques qui viennent, il faut les acquérir, il faut les maîtriser. Donc il était inconcevable pour nous qu'à partir de 15 ans, il n'y ait plus d'expertise de prise en compte. On a l'impression que le travail est terminé.
c'est pas notre conception. Et Fabien, tu vas nous dire comment, après cette page qui se tourne, parce que quand même, on a parlé d'1 an et 4 mois, comment est-ce que le travail syndical va peut-être même s'accélérer et s'intensifier et peut-être pour lancer cette dernière partie de notre émission, cette date du 1er janvier, parce que Anne vient de dire que vous vous êtes battu, j'en suis témoin, vous vous êtes aussi battu sur cette date du 1er janvier d'application. Oui. Quels sont les enjeux? Parce que ça paraît loin, et puis maintenant beaucoup de monde nous disent ça va quand même être très rapide. Alors voilà, il s'ouvre une nouvelle période après cette obtention de nouvelles grilles et de rémunération et de classification. Fabien, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Anne nous en a parlé un tout petit peu, mais on va revenir dessus. Donc, notre secrétaire général le disait juste avant, il y a eu mandat, etc. La signature est prévue, on attend la date de la signature officielle. Derrière, la mise en application est 1er janvier 2024, comme on vous a expliqué. Certains employeurs, s'ils ne jouent pas le jeu au 1er janvier 2024 et tardent et mettent février et mars, on a obtenu quelque chose qui était quand même dur à arracher, une rétroactivité complète de ce nouveau système de rémunération. Donc derrière, comme tu dis Norbert, au grand désespoir de certains, le travail va s'intensifier puisque on a toutes les mesures de déploiement et d'accompagnement. Anne l'a dit, tournée fédérale dans les syndicats départementaux dans nos régions. On va avoir des webinaires réguliers pour accompagner l'ensemble de nos DS et pouvoir répondre à toutes les questions techniques. Parce que vous, dans vos boîtes, dans vos entreprises maintenant, une fois que l'accord est mis en place au niveau national et va être transposé dans vos établissements, vous allez avoir tous vos accords d'entreprise, vos primes qui sont liées à la valeur du point, aux coefficients, etc. à renégocier. Et pour cela, bien sûr qu'on va vous accompagner, bien sûr que vous aurez la transmission de l'accord et du guide paritaire, mais au-delà de ça, il y aura un guide pratique pour nos délégués syndicaux et nos élus pour les accompagner dans ce changement et cette transition. Et pour le coup, comme tu dis Norbert, on va avoir un gros travail d'accompagnement, sachant que on sera signataire et on ira défendre nos textes avec les obtentions qu'on a eues. Donc là, une nouvelle page se tourne d'accompagnement. Vous allez pouvoir nous suivre sur le Facebook, effectivement, qui va être quand même un lien quand même de proximité. Et puis au-delà, sur l'ensemble de nos syndicats départementaux dans toute la France, qui vont pouvoir vous accompagner dans ce changement de classification. Donc une page se tourne, et puis l'accompagnement, la commission de suivi, et surtout ce qui est le plus important pour nous, s'il y a des problématiques dans des établissements, des directeurs qui ne jouent pas le jeu, etc., on sera saisi et on saisira la branche pour intervenir le plus rapidement parce qu'on sait toujours qu'il y a 2-3 petits malins qui vont attendre la dernière virgule, etc. pour dire non, c'est pas possible pour moi. On se rappelle quand même que ce projet, il est aussi financé par les pouvoirs publics, mais ça on y revient, Eve en a déjà parlé, et que derrière, il y a une question de transparence pour l'application de cette nouvelle système de classification et rémunération. On va dire une chose. Cet accord, c'est pas écrit qu'il annule et qui rend inopérant tous les autres accords. Tu l'as bien dit, Fabien. Tous les accords locaux doivent être renégociés. Il y a forcément des choses, on le sait, on a des équipes partout en France à la CFDT qui négocient dans les cliniques. Dans les EHPAD, dans le thermalisme, et à certains endroits, il y a déjà des choses acquises qui vont alors soit être cohérentes, et donc on va peut-être s'appuyer sur les nouveaux dispositifs qui étaient finalement peut-être déjà en place, mais il y a d'autres choses qui ont été valorisées à tel endroit, et ça, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. S'il faut les renégocier, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être annulés. Donc c'est vrai qu'il y a un travail, vous allez avoir un travail en local, mais vous l'avez vu, on est prêt à vous soutenir, vous aider, vous conseiller pour défendre toutes les négociations que vous avez obtenues et tous les acquis qui ont déjà été construits sur le terrain, et c'est là où c'est le plus solide pour nous. Donc on est déjà en lien, vous êtes déjà tout à fait réactifs avec nous, la CFDT, par les outils qu'on vous propose, le groupe Facebook, évidemment les mails, nos réseaux de référents, nos syndicats départementaux. Donc vous le savez, on est complètement opérationnel là autour, et on va activer tout ça sous forme d'émissions, l'ARDI, de webinaires, de points réguliers, et puis d'outils comme l'a présenté Anne tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire avant de clôturer et puis de donner rendez-vous très rapidement à nos équipes?
Anne? On pensait avoir fait le plus grand chemin avec ce projet classification. Mais en fait, le chemin, il n'est pas encore fini et on sera là pour… vous allez pouvoir maintenant être sur le même chemin que nous et on va vous accompagner tout au long de cette transposition et de cette mise en application de cet accord. Fabien? Moi, ce qu'on attend surtout maintenant, c'est la signature officielle de l'accord par notre secrétaire général qui engage la CFDT et qui engage les organisations patronales. Et puis, on va avoir tout ce process de déploiement qu'on vous a expliqué, de communication et d'accompagnement. Nous, on est prêts. Et puis, au 1er janvier 2024, enfin, les salariés de cette branche qui attendent depuis 15 ans, et comme le disait Anne, particulièrement aussi, tous ces anciens salariés qui sont là depuis 30 ans et qui ne voyaient rien venir, enfin, on a un accord sur table, conventionnel. Mais je précise, Norbert, les NAO 2023, il va falloir les négocier dans les entreprises et cet accord est un peu la base conventionnelle. Il va falloir aller au-delà dans les entreprises pour obtenir pour les salariés. Et là, vous avez un outil clé en main, il est pour vous, on va l'accompagner. En tout cas, on se retrouve très rapidement. Et merci à tous et toutes d'avoir été des fois un peu impatients, mais on le comprend, et surtout patients pour qu'on ait un accord aujourd'hui sur table, signable, et avec des belles évolutions salariales pour tous et toutes. C'est quand même très agréable de faire une émission où on vous présente un résultat aussi important, une étape aussi importante. Et à la CFDT, on est persuadé que ça en appellera beaucoup d'autres locales et nationales. À très très vite.